Bonjour à toutes et à tous. En complément des précédentes réflexions dans les diverses vidéos qui ont été exposées, nous pouvons ici également aborder ce court chapitre toujours de ce manuel écrit en 1992, donc intitulé Phobie des microbes et manie vaccinale du docteur Yves Cousigou. Et cette réflexion donc sur le BCG intitulée Nocivité certaine du BCG. Alors pour rappel, le BCG c'est le vaccin qui est censé protéger de la tuberculose et qui a été rendu obligatoire en 1950. C'était le troisième puisque avait précédé les obligations vaccinales pour la diphtérie en 1936. Pour les militaires, 1926 date d'élaboration du vaccin et également la vaccination antitétanique, donc contre le tétanos qui était devenu obligatoire aussi. Le BCG arrivait en 1950, c'était la troisième obligation vaccinale. Arrivera encore en 1964 la vaccination obligatoire contre la poliomyélite. Ça en fera 4 donc, sachant que l'obligation vaccinale pour le BCG a été levée en 2007. Donc 1950-2007, 57 années d'obligation vaccinale pour le BCG, alors que depuis plusieurs décennies, 30-40 ans même, il était fortement controversé, même y compris parmi les médecins et les pédiatres qui avaient constaté son inefficacité d'une part et les soucis que ce vaccin engendrait chez les nourrissons, les bébés, les jeunes enfants en réaction post-vaccinale. La levée de l'obligation a fini par intervenir en 2007, bien tardivement, alors que des voix s'élevaient déjà depuis plusieurs décennies. On ne peut pas non plus, par rapport à certains discours de vaccinologues, comprendre la cohérence de ce même discours dans la mesure où ces vaccinologues nous disent régulièrement, quand on évoque que la diphtérie et la poliomyélite, par exemple, sont des maladies qui ont pratiquement disparu, donc pourquoi maintenir une obligation vaccinale contre ces maladies ? Il est répondu de la part de ces vaccinologues que c'est parce qu'on continue à vacciner que ces maladies ne reviennent pas, donc il ne faut surtout pas lever l'obligation vaccinale. Alors pourquoi avoir levé l'obligation vaccinale au niveau du BCG ? D'autant plus que la tuberculose est une maladie en recrudescence, y compris en France. Entre autres explications, mais pas que, avec les flux migratoires donc de personnes venant d'autres pays, on n'impose pas de nouveau la vaccination avec le BCG contre la tuberculose. Et on ne la demande pas. Pas plus que la cohérence du propos de la même façon pour la variole, puisque la variole est réputée être éradiquée depuis plusieurs décennies maintenant. Il n'y a pas de cohérence dans le discours, puisque personne de ces vaccinologues ou de l'OMS ne préconise de continuer à se vacciner contre la variole parce que sinon elle risquerait de revenir, et même si elle a été éradiquée et qu'il n'y a plus d'incidence de la maladie, on a ici encore une incohérence du discours et des obligations vaccinales. Vaccin contre la variole qu'on ne réclame pas plus non plus, tellement il a créé de dégâts et il a été très problématique bien sûr. Alors ici dans ce court chapitre intitulé Nocivité certaine du BCG, donc le vaccin bilier de Calmette et Guérin pour les 3 lettres BCG, voici ce que nous dit le docteur Yves Cousigou. En ce qui concerne la tuberculose et le BCG, nous avons déjà exposé dans Tuberculosis and Vaccinations, donc c'est un article qu'il avait écrit en anglais à Londres, qui avait été publié à Londres. Et dans nos articles sur la tuberculose parus dans le magazine La Vie Claire, donc cette fois en France en 1951 et 1960, nous avons déjà exposé dans ces articles des faits prouvant que le BCG est inefficace et nocif. Il a également démontré dans toute sa réflexion ici publiée en 1992 l'inefficacité et la nocivité d'autres vaccins, donc poliomyélitique, diphtérique, tétanique. Ici, il nous parle encore du BCG, c'était en 1992.
Nous y citons notamment donc dans ces articles les remarques suivantes du professeur Tayens. Voir pour cela donc la revue médicale de la Suisse romande du 25 décembre 1930. Professeur Tayens de Lausanne donc qui déclare, nous le citons, « Or, si une première atteinte tuberculeuse guérit n'immunise pas et souvent même semble au contraire prédisposée à une nouvelle atteinte, comment espérer que l'immunité que n'a pu établir un bacille nettement virulent le sera par un bacille atténué. Donc, en d'autres termes, comment espérer que avec le bacille du vaccin qui est extrêmement virulent, donc très fortement infectant, entre guillemets, pour le phénomène d'infection, le bacille sauvage de la tuberculose elle-même qui est nettement virulent et qui n'a pas pu conférer une immunité, comment le bacille atténué du vaccin pourrait conférer cette immunité que le bacille virulent de la maladie naturelle, virus bacille sauvage, ne confère pas non plus au niveau de l'immunité. On a cette même réflexion à propos du vaccin antitétanique, donc qui n'est pas une maladie immunisante. Et la grande question que se posent de nombreuses personnes, comment le vaccin antitétanique pourrait-il être immunisant et conférer une immunité, si tant est que cette immunité en plus serait l'équivalent de l'immunité naturelle? Comment un vaccin peut conférer une immunité contre le tétanos alors que la maladie elle-même n'est pas immunisante? Alors j'ai trouvé 2-3 textes, c'est pas le site de l'INSERM, mais voilà, instance institutionnelle apparentée qui fait une démonstration que certains bacilles circulent quand même dans le sang au niveau du tétanos, bien que ce soit bien la toxine issue du bacille tétanique qui passe dans les voies nerveuses très rapidement, qui met en danger la personne et crée les symptômes, et notamment la fameuse crise de tétanie, puisque cette toxine du bacille a pour site de prédilection les voies nerveuses. Mais ils expliquent que quand même, comme il y a un passage passif du bacille au travers de la voie humorale dans le système lymphatique, c'est ici que la vaccination antitétanique intervient. La démonstration est un petit peu allongée, parce que de toute façon, quand bien même ce serait vrai que la vaccination antitétanique, pour revenir au tétanos, donc entre parenthèses, interviendrait sur ce passage qui se fait quand même de certains bacilles dans le système lymphatique, les toxines du bacille qui passent très rapidement dans les voies nerveuses continuent quand même à faire leurs dégâts, et là aucune substance du vaccin ne les atteint. La question reste toujours posée. Voilà, donc c'est vrai que le tétanos devient très dangereux quand il y a un passage généralisé, alors du bacille, de la toxine tétanique. Voilà, on pourra reprendre ce cas en reprenant les versions officielles, INSERM et autres instances, donc où ce sont des déclarations de vaccinologues dans les démonstrations qui sont faites, et puis d'autres versions d'immunologistes, de chercheurs, spécifiquement sur ce cas du tétanos. Je ne prétends pas, moi, pouvoir faire la démonstration. Je m'appuie toujours sur des spécialistes qui la font, et il y a des spécialistes qui démontrent que la vaccination antitétanique n'est pas efficace. Revenons au BCG, donc avec ici la déclaration du professeur Tayens, qui se pose la question de savoir comment espérer que l'immunité que n'a pu établir un bacille nettement virulent le sera par un bacille atténué. Il continue ainsi: je voudrais citer plus longuement Petrov, le savant bactériologiste américain,
qui a publié un remarquable travail dans le numéro de septembre 1929 de la American Review of Tuberculosis. Pendant 4 ans, de 1925 à 1929, cet auteur a étudié le BCG provenant de 4 souches différentes. Or, chacune de ces souches a provoqué à l'occasion une tuberculose progressive et réinoculable. Donc ce savant bactériologiste Petrov, cité par le professeur Tayens de Lausanne, est un contemporain du professeur Jules Tissot, qui lui aussi a écrit en 1926, 1936 et 1946 ces 3 tomes énorme travail, donc intitulé Constitution des organismes. Le 3e tome en 1946 avait aussi pour sujet la cause des maladies et l'inefficacité des vaccins, de tous les vaccins, en plus de démontrer leur dangerosité pour le professeur Jules Tissot, donc au même moment que ce savant bactériologiste Petrov. Voilà pour la citation. Fin de citation, donc nous retournons sur les commentaires du docteur Couzigou. Les travaux de Petrov démontrant le danger du BCG ont été maintes fois confirmés par les professeurs Linière, Ferru, donc le docteur Marcel Ferru qui a écrit le livre La faillite du BCG, etc. et le docteur Paul Chavanon dans son livre La guerre microbienne est commencée, aux éditions d'Angle à Paris, qui a apporté une documentation écrasante à ce sujet, donc le docteur Paul Chavanon, des médecins toujours. Une preuve de cette nocivité du BCG nous est apportée par monsieur Otani Sugito, donc qui travaillait à The Institute for Infectious Diseases à Tokyo, au Japon. Et son article sur les encéphalomyélites post-vaccinales, paru dans le Japanese Journal of Medical Science and Biology en 1961, qui a aussi été analysé, donc son article, par le concours médical en France le 16 février 1963, où sont relevées les pages suivantes, les passages suivants. Nous citons le chercheur donc Otani Sugito, japonais. Les formes d'encéphalomyélite provoquées par la vaccination de calmette peuvent être réparties en 2 grands groupes, spinale et cérébrale. Depuis mai 1951, les auteurs japonais ont arrêté la vaccination par le vaccin calmette, qui était donc un vaccin vivant atténué. Ils lui ont substitué le vaccin inactivé. Les études entreprises depuis lors sur ce 2e vaccin, 2e version, donc vaccin inactivé, les études entreprises depuis lors sur l'incidence des complications nerveuses indiquent que le nombre d'encéphalomyélites post-vaccinales chez les sujets de ce groupe a été sensiblement réduite. Mais d'autre part, les lésions qui succèdent à la vaccination par le vaccin inactivé paraissent plus souvent mortelles. Fin de citation donc de monsieur Otani Sugito, travaillant à l'Institute for Infectious Diseases à Tokyo, au Japon. Voilà pour citer 3-4 autres chercheurs, médecins, professeurs qui ont travaillé sur l'inefficacité et la nocivité du vaccin contre la tuberculose, le BCG, qui avait été imposé en France par obligation vaccinale, donc en 1950, levé de cette obligation en 2007, très tardivement. Pour vous donner les références du livre du docteur Marcel Ferru qui s'intitule donc La faillite du BCG,
Vous l'avez donc bien sûr toujours dans les services de bibliothèque des associations LNPLV, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, Alice, Association Liberté Information Santé. Vous le trouverez donc sur internet à divers endroits. Docteur Marcel Ferru, La faillite du BCG, qui l'a réédité encore après les années 2000, puisque sa démonstration en ce qui concerne ce vaccin est très très intéressante par rapport à toute la politique vaccinale et la politique d'obligation vaccinale. C'est donc toujours tout à fait des observations et un raisonnement d'actualité qui concerne certes spécifiquement le vaccin BCG, mais qui peut s'appliquer sur de nombreux points à tous les autres vaccins. Voilà pour ces références. Vous avez ici aussi donc des extraits de ce livre dans ces vidéos que j'ai placées dans la playlist sur notre chaîne, donc VIVS 3000 toujours, celle sur laquelle cette vidéo est mise en ligne, bien sûr. Donc la playlist qui s'intitule Vaccin, documentaire, reportage, conférence. C'est la 10e et 11e vidéo à ce jour, donc 5 décembre 2017. Et vous les avez directement. Vous pouvez donc aller cliquer et vous aurez un extrait de ce livre du docteur Marcel Ferru. Voilà, BCG, l'imposture vaccinale. Et la deuxième partie, voilà, juste derrière, en deux parties d'environ 15 minutes chacune, qui vous donnera déjà un petit bout de ce livre du docteur Marcel Ferru sur la faillite du BCG, qui vous permettra d'avoir une réflexion globale, puisqu'il y a certains points qui sont tout à fait d'actualité et en commun pour la réflexion sur tous les autres vaccins. À très bientôt.